Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'utile et d'important pour tout le monde, à savoir comment avoir davantage de vocabulaire. Alors, pourquoi c'est important d'avoir davantage de vocabulaire? Parce que souvent, lorsqu'on apprend une langue, on a un peu de difficulté à trouver les mots, on hésite et cela peut effectivement affecter notre confiance en nous et des fois on va donc par facilité se mettre à parler en anglais parce que voilà, on ne trouve pas le mot. Donc on est un petit peu gêné, on veut également communiquer, excusez-moi j'ai un peu mal à la gorge, donc on veut communiquer et on ne trouve pas le mot et par conséquent on va donc essayer d'aller le plus rapidement, on va utiliser sa langue maternelle et on va se sentir un peu frustré. On va dire, bah oui, je voulais parler en français, mais je n'ai pas trouvé les mots, le français c'est difficile. Donc la stratégie, comment corriger cela? Bah, c'est tout simplement en apprenant du vocabulaire. Et comment apprendre du vocabulaire? Alors, je voulais revenir sur certaines choses. Avant toute chose, si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça nous soutient, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Alors pourquoi je dis nous alors que je suis toute seule? C'est le nous de majesté, c'est-à-dire quand on fait quelque chose d'intellectuel, on dit souvent nous. C'est une pratique qui se perd, voilà, mais sachez que si vous rédigez une rédaction par exemple, on dit nous. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour ceux qui s'intéressent sur l'expression écrite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur ce sujet. J'en ai prévu une dans l'année, mais s'il y a des demandes particulières, n'hésitez pas. Alors, je reviens sur le simple fait donc voilà de comment acquérir du vocabulaire. Alors le simple fait, je dis le simple fait et c'est vraiment pas facile du tout d'acquérir du vocabulaire puisque en fait les journées sont très courtes, on a aussi beaucoup d'outils technologiques et des fois c'est vrai qu'on a un petit peu de paresse et on va chercher un traducteur. Sur le moment on s'en rappelle et puis après on oublie. Alors, il existe plusieurs techniques. Si vous aimez lire, alors je sais que ce n'est pas la majorité des gens, ou alors les gens n'ont pas forcément le temps de lire, mais si vous aimez lire, on en avait parlé dans la vidéo Apprendre le français avec les romans. Utiliser la lecture, c'est quelque chose qui permet donc de repérer du nouveau vocabulaire, d'aller le chercher, le noter, et ensuite de le réutiliser. Lorsqu'on aime quelque chose, on s'en souvient. Donc en fait, si vous aimez lire et que vous avez aimé un livre, tous les mots que vous aurez appris grâce à ce livre, il y a de fortes chances que vous vous en rappeliez et que du coup, vous ayez appris des nouveaux mots. Vous pouvez également faire la même chose avec des films, avec des séries. On a fait plusieurs vidéos méthodologiques sur le sujet. Je vous renvoie, je les mettrai également en description de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi travailler sur quelque chose de beaucoup plus court, à savoir un article. C'est-à-dire, il y a certainement un sujet qui vous intéresse, alors pas forcément les actualités si vous trouvez ça déprimant, ça peut être un article sur une exposition, sur une sortie, et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, voilà, il y a des mots que je ne connais pas, donc dans un premier temps, vous essayez de lire l'article sans forcément tout de suite le traduire dans votre langue maternelle. Ensuite, vous repérez les mots et les expressions que vous ne connaissez pas. Et là, je vais vous dire, utilisez un dictionnaire. Alors, c'est important lorsqu'on apprend une langue d'avoir un dictionnaire, quel que soit l'apprentissage de la langue. Pourquoi? Alors, au niveau des intelligences artificielles, il y a énormément de progrès, mais il y a aussi énormément d'erreurs. J'arrête pas d'expliquer à mes élèves que beaucoup d'intelligence artificielle, y compris les sous-titres de YouTube, je dois les réécrire à la main parce que l'élision, le fait de supprimer la dernière voyelle de l'article quand l'article est devant un mot qui commence par une voyelle, beaucoup de logiciels et beaucoup d'intelligence artificielle ne le font pas, donc déjà on apprend mal et c'est pas bon au niveau de la liaison et c'est pas bien lorsque l'on parle, hein. Donc c'est pas bien quand au niveau de la liaison, les gens ne font pas la liaison, ils reconstituent, par exemple au lieu de dire j'ai rendez-vous à l'aéroport, ils disent j'ai rendez-vous à le aéroport. Non, s'il y a un L apostrophe, c'est l'élision. Mais des fois, les logiciels et les intelligences artificielles ne le notent pas. Et du coup, les personnes, puisqu'elles l'ont vu répété par des outils informatiques,
Elle pense que c'est vrai. Ça s'appelle l'argument d'autorité. Les gens pensent, parce que c'est un outil technologique qui est développé par une grande firme et qui est disponible sur un logiciel et sur un outil de notre quotidien aussi sophistiqué qu'un ordinateur ou que les intelligences artificielles, ils pensent que c'est vrai. Or, des fois, il y a des erreurs et je ne vais pas citer le nom, mais je travaille avec des sites internet qui sont officiels pour apprendre le français, et l'autre fois, ce sont mes élèves qui apprennent le français et qui sont vraiment des débutants, qui ont repéré les erreurs. Pourquoi? Parce que la phrase était complexe et l'intelligence artificielle a fait l'accord du verbe avec le complément et non pas avec le sujet. Parce qu'il y a un problème de systématisation, il y a certainement d'autres choses. Je ne suis pas une experte des intelligences artificielles, mais ce sont les élèves qui m'ont dit « je pense qu'il y a une erreur de conjugaison ». Et j'étais très contente parce que ça voulait dire qu'ils étaient attentifs et qu'ils avaient repéré. Et d'ailleurs, on a fait une petite session. Allez, on va corriger. Et ensuite, on a envoyé, excusez-moi, je perds ma voix. Ensuite, on a envoyé aux gens qui géraient ce site voilà, ces corrections, sachant que quand c'est un humain qui fait des choses, c'est pas du tout pour critiquer. Quand l'humain fait des choses, bien sûr, on peut parfois faire des fautes. Moi aussi, des fois, quand je vous explique quelque chose et que je vais vite, il peut m'arriver des fois de mal prononcer ou d'aller très rapidement, et après je vais corriger, je vais expliquer. Mais là, c'était pas juste des coquilles. Donc des coquilles, c'est effectivement, des fois on va un petit peu vite, on fait une faute de frappe. Non, 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 ça se répétait de manière récurrente, et on voyait que c'était vraiment quelque chose qui avait été automatisé. D'ailleurs, c'est vrai, on a su ensuite que le contenu avait été fait par une IA, et donc la faute, elle revenait systématiquement. Autre chose aussi, j'avais parlé avec une collègue journaliste, parce que vous savez qu'à temps partiel, donc je suis journaliste, hein, n'hésitez pas à aller voir mon site internet frenchdiscoveries.fr, dans lequel il y a quelques articles, pas seulement dédiés au français, mais aussi aux sorties culturelles. Et donc, je parlais avec une collègue journaliste, et on regardait des articles qui étaient à destination des étrangers pour leur donner envie de visiter Paris. Et il y a eu notamment une phrase qui disait « Prenez le temps de siroter un expresso à Paris ». Un expresso, c'est une petite quantité de liquide. Donc, le verbe siroter, c'est quand vous avez une grande quantité de liquide. Et les personnes qui sont italiennes savent très bien qu'un espresso, on l'avale, il y a une très petite quantité de café, et c'est pas quelque chose que l'on va déguster gorgée à gorgée, comme le suggère le verbe siroter. Donc c'était déjà une première erreur. Ensuite, il y avait aussi une suggestion pour les touristes qui était profiter des paysages bucoliques de Paris. Bucolique, c'est un adjectif qui veut dire proche de la campagne. Or, Paris est une ville urbaine. Alors c'est une très jolie ville, mais on n'a pas de paysage de campagne à Paris. Ou alors c'est reconstitué, c'est une exposition. Non, non. Là, il y avait carrément des formules toutes faites, et dans l'article, il y avait bien marqué « article rédigé par une IA ». Alors, je pense que ces outils doivent être utilisés, et ensuite les personnes doivent réécrire et vérifier. Mais c'est pour les nouvelles générations, je me suis rendu compte, alors au début je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en discutant avec la journaliste qui était plutôt jeune, en fait on s'est aperçu que certaines personnes du coup apprennent des verbes parce qu'ils les lisent, ils les voient et ils pensent que c'est juste. Voilà, donc en fait, je ne dis pas qu'il faut vérifier, on ne peut pas d'ailleurs le faire. Je ne dis pas qu'il faut tout vérifier à chaque fois, ça serait long, ça serait fastidieux, il y a aussi le plaisir de lire un article, mais travailler avec un dictionnaire, et dans le dictionnaire, regardez bien, souvent on va vous parler du sens propre et du sens figuré. C'est à rapprocher de ce qu'on appelle la connotation et la dénotation. Ou plus précisément, je mettrai la dénotation en premier et la connotation en deuxième. Alors, le sens propre, c'est-à-dire exactement la définition exacte, comme pour la dénotation, c'est-à-dire le sens réaliste. Le sens figuré, c'est le sens que l'on va attribuer à une expression. Et par exemple, pour la connotation aussi, c'est un sens symbolique que l'on va attribuer. Je vais prendre un exemple, la couleur noire, elle est connotée comme étant la couleur du deuil.
Et donc, se marier en noir, ça serait, écoutez, jugé extrêmement étrange. Alors peut-être on est gothique, mais en tout cas, ça serait jugé extrêmement étrange parce que généralement, on va se marier en blanc, en écru ou dans des couleurs qui sont connotées de manière joyeuse. Or, cette connotation, elle évolue avec le temps. Il y a des couleurs. Je pense par exemple au rose, qui maintenant est connoté comme étant féminin. Autrefois, le rose, c'était une couleur masculine parce que c'était le rouge qui était un peu dilué avec du blanc. Et d'ailleurs, on a un très très beau portrait d'Henri IV qui est costumé en Dieu Mars. Il est tout en rose, c'est un très beau portrait. Et par exemple, pour les hommes du 14e, 15e, 16e siècle, le rose, c'était une couleur masculine. Et c'est resté une couleur masculine pendant très longtemps. Ensuite, à partir du XXe siècle, c'est devenu une couleur féminine. Mais avant, c'était le bleu. Parce que d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'iconographie religieuse, le voile de la Vierge Marie est bleu. Et donc, en fait, le bleu était associé à la féminité. Voilà, donc vous voyez que selon les époques, les couleurs sont connotées masculin ou féminin, et elles sont donc considérées comme féminines ou masculines, et donc la connotation c'est quelque chose qui évolue. Donc pareil, lorsque vous lisez un article qui est écrit en 1960 et un article qui est écrit en 2025, n'aura pas forcément les mêmes expressions de français, n'aura pas forcément le même vocabulaire. Et par conséquent, c'est toujours bien d'aller utiliser un dictionnaire pour voir les différents sens. Alors ensuite, il y a le contexte. À chaque fois dans les vidéos, je me répète, le contexte peut changer le sens d'un mot. Et il y a aussi des verbes qui sont suivis de prépositions. Les verbes suivis de prépositions et aussi les verbes suivis de verbes d'état peuvent des fois changer de sens. Par exemple, il apparaît, donc le jour apparaît, le jour se lève. Mais si je vous dis, il apparaît que le suspect était présent sur les lieux du crime à 20h30, eh bien ça veut dire il est prouvé. Donc il y a une certitude qu'il était là à 20h30 sur les lieux du crime. Et donc le verbe n'a pas du tout le même sens selon le contexte. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont des verbes qui changent de sens. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est donc que lorsque vous lisez quelque chose ou que vous entendez quelque chose, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en considération et il ne faut pas forcément tout simplifier. Et le reproche que je ferais aux intelligences artificielles et aux traducteurs automatiques, c'est de souvent simplifier. Pourquoi ? Parce que pour le moment, au niveau technologique, ils n'ont peut-être pas la possibilité de rentrer dans des nuances, mais aussi parce que capter l'attention des gens, c'est très difficile. Et même là, vous écoutez cette vidéo, je ne sais même pas si vous en êtes arrivé, là on en est environ à 13 minutes. Peut-être que vous avez quitté la vidéo avant ou que vous allez la quitter d'ici quelques instants, mais l'attention des gens n'est pas extensible et par conséquent il faut aller un peu droit au but et donc il y a des fois des traductions qui sont faites pour aller directement au message, à la traduction et du coup tout ce qui va être subtilité va être perdu. Et en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose pour vous qui avez besoin d'apprendre des nouveaux mots. Alors, les mots, c'est un peu le carburant dans une voiture, c'est-à-dire on a besoin, on a le sujet, le verbe, le complément, mais si on n'a pas les mots pour exprimer ce que l'on veut dire, si on ne sait pas en français comment dire des mots que l'on connaît dans sa langue maternelle, on est un peu bloqué. Donc, utiliser un dictionnaire, là je vous parlais lorsque vous essayez de comprendre quelque chose, que vous essayez de décrypter et donc bien sûr noter et il faut tout de suite réutiliser. Si vous ne réutilisez pas, vous allez l'oublier. Notre cerveau n'est pas extensible, les journées sont trépidantes et donc vous allez oublier. Donc, mais il y a aussi le cas où on discute et en fait une des choses vraiment qu'il faut faire, vous discutez avec des Français ou des gens qui parlent bien français, vous leur dites comment on dit ce mot, petite phrase magique et ils vont vous le dire en français. Vous prenez le temps de le noter, ça c'est l'idéal, du moins de le répéter avec eux et vous essayez automatiquement de le réutiliser dans une phrase et les jours suivants vous essayez de le réutiliser
et vous essayez de voir si vous retrouvez ce mot ou cette expression dans des conversations ou dans le français qui vous entoure, si vous avez la chance par exemple d'être dans le pays ou si vous suivez des cours de français. Mais il va falloir faire quelque chose d'actif par vous-même parce que ça, c'est pas suffisant. En fait, pour apprendre des mots, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec ce que j'appelle des imagiers. Donc, on connaît, les Anglais ont ce qui s'appelle des flashcards. C'est utilisé pour les enfants, mais on peut aussi les utiliser pour les adultes. Et je pense donc le mot, moi, je vais utiliser un mot qui n'est pas un anglicisme, donc un imagier. C'est une image. En dessous, il y a le mot et dans les meilleurs imagiers, vous avez la transcription phonétique. Et en fait, même les petits Français, lorsqu'ils apprennent leur langue, eh bien, on leur offre des petits livres, vous voyez, avec des descriptions de mots. C'est l'occasion de jouer avec les parents. Eh bien, il va falloir se mettre dans cette position lorsque vous apprenez le français. C'est-à-dire, il va falloir choisir un thème. Alors, par exemple, la nourriture. Et il va falloir donc découvrir des photos avec le mot. Un mot qui est accompagné de l'article de préférence. N'apprenez pas un mot sans son article parce qu'ensuite vous allez être bloqué pour les adjectifs et pour les accords de l'adjectif. Il vaut mieux apprendre le mot et son genre tout de suite et ensuite en dessous la transcription phonétique. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez progresser, eh bien, il faudra accéder à des imagiers beaucoup plus sophistiqués sur des thèmes beaucoup plus complexes. Par exemple, au début, vous avez un imagier sur la nourriture, la santé, sur les vêtements. Voilà, ça peut être basique. Et ensuite, il va falloir avoir peut-être des imagiers sur les relations au travail, sur, je ne sais pas moi, les différents types de maladies, si vous allez chez le médecin ou à la pharmacie pour décrire des symptômes. Et, mais il va falloir aussi vous créer votre propre imagier, votre propre base d'images. Donc en fait, vous rencontrez un nouveau mot, par exemple, je ne sais pas, vous apprenez ce que veut dire un bilan sanguin. Et moi, je vois des élèves qui confondent bilan sanguin et dépistage. Parce que lorsqu'ils vont par exemple dans un laboratoire médical pour dépister s'ils ont par exemple un problème, une carence en fer, eh ben, ils disent, ou une maladie, hein, pour dépister s'ils ont une maladie quelconque, en fait du coup ils pensent que bilan sanguin et dépistage c'est le même mot. Pas du tout. On peut faire un bilan sanguin pour plein de raisons. Par exemple, des moments où on est très fatigué et on va faire un bilan sanguin pour vérifier si on a une carence en fer. Donc en fait, il y a aussi l'acte qui est la prise de sang. Donc dans ces cas-là, vous allez vous créer, donc je vous donne la méthode, vous allez vous créer en fait un imagier dans lequel vous allez donc, je ne sais pas, avec les bases de photos gratuites, vous voyez une personne qui est en train de faire une prise de sang, donc vous le mettez sur un Word par exemple, et en dessous vous écrivez prise de sang, dans votre langue, prise de sang en français, et si vous avez accès, vous mettez prise de sang en phonétique. Je vais également vous donner quelques petits conseils pour trouver les prononciations phonétiques dans la deuxième partie. Pour constituer, on va constituer ensemble un imagier, comme ça vous aurez concrètement l'exemple pas à pas. Donc, vous constituez votre imagier, vous prenez en photo par exemple vos feuilles d'analyse médicale et vous dites « Ah, bilan sanguin, un bilan sanguin ». Voyez. Et là, en regardant régulièrement vos fichiers, vous allez lier les images aux mots et en fait, du coup, vous allez acquérir du vocabulaire. Alors, vous allez me dire, mais c'est hyper long, c'est hyper lent, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai envie de vous dire une très mauvaise nouvelle, on n'apprend rien rapidement. La technologie nous fait croire qu'on peut apprendre les choses rapidement. Tout le succès, les relations, apprendre quelque chose prend du temps. Voilà, donc, et c'est la persévérance qui fait la différence. Vous voulez apprendre une langue, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui parlent mieux que vous. En creusant un petit peu et en parlant avec ces personnes, vous allez vous rendre compte que ces personnes, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles sont en France et elles sont passées par un processus d'apprentissage qu'elles ont oublié parce que maintenant elles maîtrisent et c'est vrai qu'on a tendance à oublier les difficultés et à se concentrer sur nos compétences. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une partie difficile de fondation et à partir du moment où vous avez fait le
plus dur du travail. Ensuite, ce qui va arriver sera facile et vous allez gagner du temps. Mais le plus difficile, ça va être de mettre en place cette habitude de créer un imagier, de noter, de faire une photo et de noter le nom, de demander aux gens, parce qu'on n'ose pas toujours demander aussi. Et cette partie-là qui va vous prendre énormément de temps est en fait fondatrice et va vous permettre d'acquérir du nouveau vocabulaire. Qu'en est-il de regarder des séries? Si vous regardez la vidéo sur laquelle on parle de regarder des films et des séries, je le dis bien que c'est impossible de s'asseoir dans un canapé, de regarder des séries et de parler français. C'est valable pour toutes les langues. Dans ces cas-là, moi je m'assois dans un canapé, je regarde une série en italien et après avoir vu énormément de séries, je parle italien. Non. Voilà, je vous le dis parce que j'essaie d'apprendre l'italien et je sais qu'il faut que je fasse un travail, notamment des exercices de grammaire, des exercices à trous, que je travaille également ma prononciation. Donc je sais que ce n'est pas possible d'apprendre une langue, et en plus je suis professeur de langue, donc je sais que ce n'est pas possible d'apprendre une langue avec un travail. Tout comme en gymnastique, on ne peut pas avoir des abdos si on ne soulève pas des poids et si on ne va pas à la salle, ou alors on reste à la maison, mais on doit utiliser des instruments et faire certains gestes pour avoir un résultat. Et en plus, il faut du temps. C'est pas en une journée que vous avez des abdos. Eh bien, c'est pareil dans tous les domaines. Donc voilà, donc je ne veux pas faire la morale ou quoi que ce soit, juste vous vous engagez dans l'apprentissage d'une langue, sachez que ce n'est pas passif. Surtout dans la deuxième partie de cette vidéo, donc là je vais vous laisser, j'étais très contente de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui me semble important lorsqu'on décide d'apprendre une langue. Là, dans la deuxième partie, on va faire pas à pas un imagier. Et la méthode que je vous donne, en fait, vous pourrez l'adapter pour faire n'importe quel imagier, n'importe quel petit dictionnaire visuel personnel et l'adapter bien sûr en fonction de votre langue. Voilà. Et puis, une dernière chose pour apprendre du vocabulaire, bien sûr, alors écouter des podcasts, c'est très très bien, mais à condition de regarder aussi les sous-titres et d'aller chercher les mots que vous ne connaissez pas et de réutiliser les mots. Voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller. Je continue de travailler sur mon projet dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo au mois de février. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à vous qui apprenez le français. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour les notifications, comme on dit fréquemment. Et je vous dis à très bientôt. Dans cette partie, vous allez entendre ma voix, donc on va voir comment créer son propre imagier, méthode et utilisation. Et donc, comme vous le souhaitez, hein, vous pouvez faire de manière artisanale, un petit peu comme avec du scrapbooking, ou vous pouvez tout simplement utiliser un ordinateur. Alors, c'est quoi un imagier ? C'est un livre d'images. Au Moyen-Âge, c'était aussi un créateur d'images, un enlumineur, donc un artiste qui produisait de belles images. Et en anglais, la notion est plus proche de celle de flashcards, hein, donc l'idée d'un recueil de flashcards. Et en fait, c'est un moyen d'apprendre et de mémoriser du vocabulaire en utilisant les images. Alors, le principe de l'imagier, vous prenez une image et une image est légendée par le mot dans la langue qu'on veut apprendre, ici le français. Parfois, il y a aussi la transcription phonétique. Les imagiers existent principalement pour les tout petits et enfants qui débutent l'école primaire, car comme vous, ils sont dans une phase de découverte, d'acquisition et de consolidation du langage. Pour vous qui apprenez le français, c'est un outil supplémentaire pour apprendre et mémoriser du vocabulaire. Alors vous voyez les petites illustrations, il y a une abeille qui est donc dessinée et à côté il y a le mot abeille, une fourmi, le mot fourmi, des fleurs, le mot fleur. On a tendance à oublier qu'on a été des enfants et qu'on est passé par cet apprentissage et donc le principe de l'imagier nous permet de nous reconnecter avec cette période de l'enfance d'acquisition qui est une période très importante et qui peut nous aider également donc à apprendre du vocabulaire. On a vraiment besoin d'avoir du vocabulaire pour se sentir à l'aise. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo précédemment.
créer son imagier, il y a deux méthodes, manuel ou digital. Tout dépend si vous avez le temps, l'envie, la patience et la fibre artistique. Pour ceux qui voudront le créer à la main, vous serez dans le même état d'esprit qu'en utilisant un bullet journal, pour ceux qui connaissent. Vous définirez vos objectifs d'apprentissage et vous les exprimerez de manière graphique, agréable et concrète, puisque vous allez créer un vrai livre d'images et non pas un fichier. Donc si vous avez pris par exemple un carnet de 96 pages et que vous décidez d'apprendre un mot par page, de mettre un mot par page, au final, quand vous aurez terminé votre cahier, vous aurez donc 96 nouveaux mots de vocabulaire. Pour ceux qui vont choisir la manière digitale, ce sera exactement la même chose. Ce sera aussi graphique et agréable. Et pareil, si vous choisissez 96 cases que vous allez ensuite remplir, eh bien, vous apprendrez 96 mots de vocabulaire. Mais la différence, c'est que cela sera dématérialisé. À présent, on va voir des suggestions pour créer un imagier digital. Alors, vous ouvrez un logiciel de texte, vous insérez un tableau dans lequel vous insérez des images. Vous prévoyez une ligne de légende qui contiendra le nom en guise de légende. Pour le papier, vous allez choisir un joli carnet, des prospectus, des vieilles photos, de la colle, en bref, toutes les fournitures dont vous auriez besoin si vous faisiez du scrapbooking. Mais dans les deux cas, en légende de vos photos, vous mettez le nom qui sera toujours accompagné de l'article défini, le, la ou les, ou indéfini. Une D, afin d'apprendre le genre de mots en même temps que le vocabulaire, plutôt le genre du mot, pas le genre de mot. En fait, le but, c'est de savoir si le mot est masculin ou féminin. Dès que vous apprenez le nouveau vocabulaire, apprenez donc si le mot est masculin ou féminin, car on en a vraiment besoin par la suite dans la langue. Alors très rapidement, on va rentrer dans la méthode avec les étapes à effectuer afin de créer notre imagier. Voici donc les premières étapes. Tout d'abord, en étape 1, déterminez les catégories, les thèmes de votre imagier, par exemple la nourriture, le climat, les habits. Si vous choisissez un thème, vous allez donc être organisé et c'est ce qui est important. En 2, vous allez chercher des images libres de droit, par exemple sur le Pexel, qui est un site internet où on peut trouver des images libres de droit, ou alors vous allez découper des prospectus, des vieilles photos si vous faites un imagier papier. En 3, pour ceux qui vont travailler notamment sur traitement de texte, vous créez un tableau avec des cases et une ligne pour la légende. Et puis, pour ceux qui travaillent au format papier, vous pouvez également créer un tableau avec des cases et une ligne pour la légende, mais vous pouvez aussi choisir de positionner les éléments comme vous le souhaitez. Pour les autres personnes aussi en digital, c'est vrai que j'ai parlé de traitement de texte, mais vous pouvez aussi utiliser des applications graphiques afin de créer un imagier digital qui vous plaise énormément. C'est vrai que lorsque c'est joli, on est plus motivé pour apprendre et pour continuer à alimenter cette petite base de données personnelles. On continue dans les étapes de la conception. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En 4, il va falloir coller les images dans votre carnet ou charger les images dans votre tableau une fois que vous les aurez téléchargées. En 5, là, on arrive par contre dans la partie plus proche pour le vocabulaire, puisqu'il va falloir chercher à l'aide d'un dictionnaire bilingue de votre langue maternelle, donc un dictionnaire bilingue dans votre langue maternelle qui dispose de traduction en français, et bien vous allez chercher comment on dit en français les mots qui sont représentés sur les images, et en dessous de l'image, vous allez écrire le mot en français, sans oublier bien sûr l'article, afin de connaître le genre. Ensuite, pour les perfectionnistes, vous pouvez chercher sur internet la prononciation phonétique. Comment trouver? Eh bien, dans un moteur de recherche, vous tapez tout simplement les mots-clés, par exemple maison, prononciation en français, si vous aviez cherché une maison. Alors la prononciation du mot imagier, vous voyez, je vous l'ai donné. Donc essayez de noter la phonétique un petit peu sur ce modèle. C'est une convention, voilà, entre deux barres verticales. Bien sûr, ça c'est pour les perfectionnistes, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.
Maintenant, nous allons voir les dernières étapes pour l'imagier. Donc, vous allez recopier ou copier-coller la transcription phonétique pour les personnes qui souhaitent être rassurées en disposant de cette transcription et qui savent se servir de celle-ci. Ensuite, il va falloir mémoriser les mots. Alors là, c'est vraiment une étape très longue qui dépend en fait de chacun. Et une astuce que je vous donne en étape 10, c'est de créer des petites phrases très simples avec le modèle SVC, sujet, verbe, complément, afin d'utiliser le vocabulaire appris. Par exemple, si vous avez appris le mot manteau et l'adjectif rouge, eh bien, essayez de créer une petite phrase simple. J'ai un manteau rouge. Ça peut sembler vraiment basique et un petit peu long, mais c'est très important. Quand vous étiez enfant, vous avez appris des choses très simples avant de complexifier. Donc on commence toujours par cette technique de petits pas. On apprend déjà les choses simples et ensuite on va vers des choses beaucoup plus élaborées. Alors régulièrement, vous allez alimenter votre imagier afin d'apprendre de nouveaux mots. Et donc là, c'est vraiment personnel en fonction de votre temps et de votre envie. J'ai envie de vous dire pour conclure qu'il faut être patient. Déjà, il faut du temps pour mémoriser le vocabulaire et être à l'aise en utilisant de nouveaux mots. Et si vous voulez, n'hésitez pas à partager vos imagiers en commentaire, donc à montrer des photos ou des liens vers lesquels on pourrait voir ces imagiers. Je pourrais ainsi vous dire si je pense que vous les avez bien conçus, si c'est utile ou pas. Et puis, ça serait intéressant de voir quelles sont les catégories que vous avez choisi d'apprendre pour commencer. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt.